Toutes les tables, quelques secondes plus tôt envahies de groupes et de discussions, étaient désormais vides, comme figées dans une mise en scène étrange. J'ai un collier très distinctif, visuellement unique, presque impossible à confondre avec un autre. Un jour, après l'avoir retiré comme je le faisais toujours, il a simplement disparu. Je l'avais posé à l'endroit habituel, mais quand j'ai voulu le remettre, il n'était plus là. J'ai cherché pendant des heures, fouillé chaque coin de la pièce, vidé les tiroirs, retourné les coussins, même inspecté la poubelle. Rien. Comme s'il s'était envolé. Au bout de quelques jours, j'ai fini par me faire une raison. Le collier était perdu, et je ne le reverrai sans doute jamais. Peut-être qu'il avait glissé quelque part entre deux meubles impossibles à atteindre, ou qu'un moment d'inattention m'avait fait le ranger ailleurs sans m'en souvenir. Quelques semaines ont passé. Un matin, je faisais un peu de ménage, et je me suis mis à épousseter le ventilateur au plafond, chose que je fais rarement. En levant les yeux, j'ai remarqué une forme étrange à l'intérieur du globe lumineux fixé au ventilateur. Une ombre immobile, qui ne ressemblait ni à de la poussière ni à un insecte. Curieux, j'ai dévissé le globe, pensant y trouver une vieille araignée ou une trace de saleté. Mais non. Ce n'était pas un insecte. C'était mon collier. Je suis resté figé un instant, à essayer de comprendre. Comment avait-il pu se retrouver là ? Je n'avais jamais touché à cette lampe. Le globe était fermé, et il aurait fallu qu'un objet rigide, lourd et précis s'y infiltre, ce qui semblait complètement impossible. Il n'y avait aucune ouverture, aucune logique. J'étais allongé dans le lit avec ma femme, une soirée tranquille comme tant d'autres. À un moment, j'ai appelé notre chat, Prince, pour qu'il vienne se blottir contre moi. J'avais envie de le caresser un peu avant de dormir. Ma femme, de son côté, l'a aussi appelé pour la même raison. Et c'est là que les choses sont devenues étranges. Nous étions chacun en train de caresser un chat. Deux chats identiques. Même fourrure, même regard, même petites habitudes. Sauf qu'on n'en a qu'un seul. Prince. On l'a toujours eu, depuis qu'on l'a adopté. Il n'y a jamais eu de jumeaux. Aucun voisin n'a un chat qui lui ressemble. Aucune porte n'était ouverte. Aucune explication logique. Mais il était là, ce deuxième chat, bien réel, bien présent, sans tension, sans peur. Comme s'il avait toujours été là. Les deux se sont comportés normalement. Aucun n'a semblé choqué de l'existence de l'autre. On ne l'a jamais retrouvé. Le moment précis où il serait entré dans la maison, où il aurait pu apparaître, il n'existe pas. C'est comme si ce deuxième prince avait glissé dans notre réalité sans prévenir. Un double parfait, tombé de nulle part. Alors on l'a gardé. Je viens de Finlande, et c'est là que se sont déroulés les événements que je vais vous raconter. Cela remonte à quelques années, à l'époque où les smartphones et le GPS n'étaient pas encore répandus. C'était la fin de l'été et, avec deux amis, nous étions partis faire du camping tout au nord, en Laponie. La saison des moustiques était passée, et le temps se rafraîchissait doucement à l'approche de l'automne. Nous avions emporté de quoi manger et notre matériel pour une randonnée de 10 jours. La voiture avec laquelle nous étions venus avait été laissée sur le parking d'un centre pour visiteurs. Tout cela s'est passé dans les limites du parc national Uro-Kekkonen, une étendue sauvage de plus de 2500 km², près de la frontière russe. Le terrain là-bas est très varié, on passe de zones boisées denses, sapins, pins, boulonnins, à des landes presque sans arbres, voire semi-montagneuses. Il y a aussi beaucoup de marécages. Voir des rennes est fréquent, et certaines nuits on peut entendre des loups au loin. Il arrive aussi, bien que rarement, de croiser un ours ou un glouton, mais ils évitent en général les humains. La plupart du temps, nous dormions sous tente, mais parfois nous utilisions des abris ou de petites cabanes gratuites mises à disposition des randonneurs. Le 5e jour du voyage, nous étions à l'endroit le plus reculé de tout notre itinéraire. Vraiment en plein milieu de nulle part. Il n'y avait absolument rien,
ni village, ni route, ni trace d'activité humaine. Juste la nature. On croisait parfois d'autres randonneurs au loin, mais rarement de près. Cette nuit-là, nous campions dans une petite clairière, entourée de forêts à perte de vue. Il faisait déjà nuit noire, nous avions mangé et nous étions tous les trois dans notre unique tente, un peu à l'étroit, mais ça allait. On se baladait la tente chacun notre tour pendant les journées de marche. On plaisantait dans le noir, des blagues de jeunes de 20 ans, un peu idiotes, en s'apprêtant à dormir. Puis on s'est tu, et on a commencé à entendre quelque chose, des voix. Et des bruits de machines. Étant donné l'endroit où nous nous trouvions, c'était extrêmement étrange. Nous dormions sous tente justement parce qu'il n'y avait pas de cabane à proximité. Peut-être un autre camp non loin. On n'arrivait pas à comprendre ce qui se disait, mais c'était sans aucun doute une voix humaine. En revanche, rien ne pouvait expliquer ce bruit de machinerie lourde. Ça ressemblait au moteur d'un engin de chantier, ou à un tank, quelque chose de puissant, massif, et pas très loin. Combiné à cette voix, on a pensé à un chantier de construction. Mais en pleine nuit, dans une réserve naturelle protégée, totalement inhabitée. Ça n'avait aucun sens. On est sorti de la tente. Il faisait froid, noir comme dans un four. Quelques braises du feu de camp brillaient encore. On a pris nos lampes torchées. Mes deux potes ont toujours été plus téméraires que moi. Le son venait clairement du nord, à environ 500 mètres. On pensait que le chantier pouvait être derrière une petite colline. On ne voyait aucune lumière. Impossible de comprendre ce que disait la voix, c'était monotone, indéchiffrable, même pas sûr que ce soit une vraie langue. Mais ça ressemblait bien à une voix humaine. Un peu comme ces moments où on croit entendre quelqu'un parler dans un bruit constant, comme le souffle d'un sèche-cheveux, et quand on l'éteint, il n'y a rien du tout. Peut-être quelque chose dans ce genre-là. Le bruit de moteur persistait, pas très fort mais assez net, on entendait des changements de régime, comme un moteur à l'arrêt puis qui accélère un peu. Mes deux amis ont décidé d'aller voir. On s'est rhabillé chaudement, mis les bottes, ils ont sorti la carte et la boussole, pris un cap, et sont partis. Moi, je suis resté près du feu. Je les ai vus s'enfoncer dans la forêt, puis les lumières de leurs lampes ont disparu. Les sons continuaient, inchangés. Ils ont été absents 15 minutes, puis 30, puis presque 1 heure. C'était étrange, d'après la distance du bruit, ils auraient dû déjà être revenus. J'ai continué à alimenter le feu, tenter de comprendre ce que disait la voix, en vain. Cela faisait plus de 2 heures qu'ils étaient partis. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être tombés sur des ouvriers et qu'ils buvaient un café avec eux. Puis, d'un coup, les bruits ont cessé. Juste comme ça. La voix et le moteur. D'un coup. Plus rien. Un silence total. J'ai attendu encore une demi-heure, très inquiet. Je me demandais si je devais aller les chercher. J'ai crié plusieurs fois leur prénom. J'ai fait un gros feu pour qu'ils me repèrent. Et soudain, j'ai vu leurs lampes. Ils revenaient, en courant, essoufflés. Voici ce qu'ils m'ont raconté, ils avaient suivi le son par-delà la colline, s'étaient enfoncés dans la forêt. Mais rien. Et surtout, ils avaient l'impression que le son ne se rapprochait pas. À chaque fois, ils s'arrêtaient, écoutaient, avançaient. Et ça encore et encore. Ils ont réalisé qu'ils ne gagnaient aucune distance. Le son ne changeait pas de volume. Plusieurs fois, ils se sont dit, on va juste un peu plus loin. Puis, soudain, le bruit s'est arrêté net. Comme si quelqu'un avait coupé un enregistrement. C'est là qu'ils ont compris qu'ils étaient loin, qu'ils s'étaient enfoncés dans la forêt noire. Alors ils ont fait demi-tour rapidement. Ils ont un peu tourné en rond, mais ont fini par apercevoir le feu depuis une colline et sont revenus au camp. Le plus étrange, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur le moment exact où le bruit s'est arrêté. Ils disent que c'était environ 1h15 après leur départ. Moi, je suis sûr que c'était à peu près à 2 heures. Ils sont revenus environ 30 minutes plus tard. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Plus rien d'étrange ne s'est produit durant le reste du voyage. Lorsque nous sommes revenus au centre des visiteurs 5 jours plus tard,
nous avons posé des questions, mais personne n'avait entendu parler de travaux dans le parc. Personne n'avait vu ou signalé quoi que ce soit. On n'a jamais su ce qu'étaient ces bruits, ni d'où ils venaient. Voici mon histoire, mais avant tout, 2 petits éléments de contexte. Mes parents vivaient à environ 1h30 de chez moi, dans ma ville natale. Souvent, j'y allais le mardi soir pour voir quelques amis, puis je passais chez mes parents. On avait choisi le mardi parce que c'était en milieu de semaine et donc les compagnes de mes potes ne voyaient pas d'inconvénient à ce qu'on se retrouve, tu devrais essayer aussi. En général, on traînait entre 19h et 22h, puis je passais rapidement voir mon père après 22h. La visite obligatoire du « je suis en ville, je serais un fils horrible si je ne passais pas te voir ». Comme j'y retournais toutes les 2 semaines, c'était l'occasion de passer un peu de temps avec lui. C'était assez fréquent, surtout l'été. Comme il était à la retraite, il passait ses soirées à regarder la télé jusqu'à tard dans la nuit. Pourquoi pas, après tout? Depuis une dizaine d'années, quand je rêve, je sais que je suis en train de rêver. Si je fais un cauchemar, je peux me réveiller quand je veux. Et si le rêve est drôle, je peux interagir jusqu'à ce que je me réveille. En gros, je peux contrôler mes rêves une fois que je me rends compte que je suis dans un rêve. C'est plutôt cool, sauf quand ça part vraiment en vrille, là, j'essaie de me réveiller au plus vite. Voilà comment ces 2 choses se rejoignent. Un soir, après avoir vu mes amis, je décide de passer chez mes parents. Comme d'habitude, je passe par le garage avec le code de mon père, j'entre dans la maison, et je me dirige vers le salon où mon père regarde la télé. Ma mère est toujours déjà couchée, donc presque toutes les lumières sont éteintes, sauf celle du salon. En traversant la maison, j'ai cette sensation étrange de flotter. J'arrive près du salon et je dis bonjour à mon père. Et là, je me rends compte, attends, c'est pas mardi aujourd'hui, je ne peux pas être là, c'est un rêve. À ce moment précis, toute la maison devient noire. Tout s'éteint. Et d'un coup, je suis dans une sorte d'espace sombre, un endroit totalement obscur. Devant moi, il y a une figure effrayante, au visage figé entre la peur et la surprise. Comme s'il venait de se rendre compte que je savais que ce monde était faux. Comme si le rideau venait de tomber, et que je voyais enfin le marionnettiste. Il me regarde dans les yeux. Il a une tête de clown terrifiant, un visage pâle, des dents étranges, des vêtements bizarres. Un mélange entre le fantôme de l'opéra et les killer clowns from outer space. Je ne reste là qu'un court instant. Il disparaît aussi vite qu'il est apparu. Et je me réveille immédiatement. Encore à moitié endormi, je regarde mon téléphone, il est environ 2h30 du matin. Je me dis que c'était juste un rêve bizarre, et je me rendors. Le lendemain, j'appelle mon père juste pour discuter un peu, prendre des nouvelles. On parle, et il me dit « Tard dans la nuit, je regardais la télé. Et tout à coup, je te vois dans l'encadrement de la porte. Je veux te demander ce que tu fais là à cette heure-là, et tu commences à disparaître, petit à petit. Comme un effet graphique à l'ordinateur. Pixel par pixel, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je me suis dit qu'il était temps d'aller me coucher. Là, un vrai coup de poing dans le ventre. Je lui demande l'heure. Il me répond, très tard, peut-être vers 2h du matin. Putain. Je lui raconte mon rêve. Il pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais expliquer. Peut-être un truc d'un autre monde. Dieu? Esprit sombre? Aucune idée. Ça m'a vraiment fait flipper. Je me demande parfois s'il y a quelque chose qui m'observe ou influence mes journées. Ça me donne toujours des frissons rien que d'y penser. Depuis, mon père est décédé, mais je repense souvent à cette nuit-là. Pour moi, ça prouve simplement le lien que j'avais avec lui. J'espère qu'il a maintenant les réponses à ces questions. En attendant, j'espère que les ghouls me laissent tranquille. J'étais dans mon salon, assis à regarder par la fenêtre qui donne sur la rue, quand j'aperçois une voisine, celle qui habite à quelques maisons plus loin, passer en trottinette, elle est obèse morbide. Mon salon a 2 fenêtres côte à côte,
séparés par un petit mur, donc quand quelqu'un passe devant, il y a une toute petite pause entre le moment où on les voit dans la première fenêtre et celui où ils réapparaissent dans la seconde. Donc je suis là, elle passe devant la première fenêtre sur sa trottinette, il y a un petit moment d'attente, et elle ne réapparaît jamais de l'autre côté. Je continue à regarder les deux fenêtres pour voir si elle revient ou fait demi-tour, mais rien du tout. Alors je me lève et vais jusqu'à la fenêtre pour voir toute la rue, et elle a complètement disparu. Il n'y avait nulle part où aller. Elle était sur le trottoir, et elle ne pouvait pas traverser la pelouse en trottinette, et elle ne pouvait pas non plus descendre dans la rue, car elle n'aurait pas pu franchir le trottoir. Les seules options étaient continuer tout droit dans la rue ou revenir sur ses pas. Mais elle ne fait ni l'un ni l'autre. Je suis même sorti pour vérifier s'il y avait un endroit que j'aurais raté où elle aurait pu aller. Rien du tout. Elle est passée devant ma fenêtre, et elle a littéralement été effacée de l'existence. J'ai arrêté de raconter cette histoire parce que personne ne m'a jamais cru. Je ne l'ai pourtant jamais oubliée. Ça me hante depuis 30 ans. Désolé si c'est un peu long. Quand j'étais enfant en Angleterre, à l'école primaire, vers 1987, un nouveau garçon est arrivé à l'école pour un trimestre seulement. Il avait un accent américain et était roux. Il s'appelait Lee. Avant de repartir, il a apporté à l'école un objet qui, aujourd'hui, ressemblerait à une tablette, mais c'était très fin, avec une sorte de verre brun, comme bronzé. Il avait des dessins animés dessus, il adorait les dessins animés et les films. Je jure que c'est arrivé. Ce n'était pas un rêve. C'était incroyable. Il y avait un attroupement d'enfants autour de lui, et leurs réactions étaient assez intéressantes, ils aimaient beaucoup cet objet, en faisaient la comparaison avec les Nintendo Game & Watch ou les calculatrices, mais sans s'étonner outre mesure, alors que c'était clairement magique. Je lui ai dit que ça ressemblait au guide du voyageur galactique qu'on voyait dans la série télé. Il ne voyait pas de quoi je parlais. Il évitait que les profs le voient, et il ne l'a jamais rapporté à l'école après ça. Je lui posais plein de questions sur ça, télécalculette, et il répondait vaguement, disait qu'il ne savait pas trop. Quand je lui ai demandé d'où ça venait, il a juste dit que son père l'avait eu aux États-Unis. Il m'a aussi parlé une fois d'un film où il y avait tous les personnages de dessins animés dedans. Quelques années plus tard, j'ai compris qu'il parlait de Qui veut la peau de Roger Rabbit, sorti peu de temps après. C'était il y a 30 ans, et tu peux imaginer à quel point c'était difficile de décrire cet objet à l'époque, surtout sans qu'il existe d'équivalent concret. J'en dessinais des schémas, que je montrais aux gens. J'ai presque pété un câble en voyant la scène du film Big avec Tom Hanks, où il propose un appareil portatif pour lire des BD vidéo. Mes parents se contentaient de hocher la tête, un peu pour me faire plaisir. Puis, quand Star Trek, la nouvelle génération est sortie et qu'on a vu le pad à l'écran, j'ai crié, voilà. C'est ça. C'est ça que j'ai vu. Quand la tablette PC a fini par exister, je me suis dit, enfin, ça y est. Et l'iPod vidéo, plus tard, m'a conforté dans cette idée. Aujourd'hui, on a tous des tablettes, et mon histoire a l'air sortie de nulle part, comme si je l'inventais après coup pour me faire mousser. Je suppose que je pourrais retrouver certains des autres enfants de l'époque sur Facebook pour prouver ce que j'ai vu, je suis sûr qu'ils s'en souviendraient. Mais, évidemment, personne ne me croit. Il y a quelques semaines, le père d'un ami m'a raconté une histoire vraiment étrange, et ça m'a marqué à vie. Il y a environ 15 ans, les parents de mon ami, Steve et Julie, ont été réveillés à 1h du matin par un énorme boom qui a fait trembler toute la maison. Inquiet que l'un des enfants soit tombé du lit superposé, Steve est descendu vérifier. Mais les 3 enfants dormaient paisiblement, chacun dans son lit. Julie a alors dit à Steve de vérifier s'il n'y avait pas un intrus, alors il a fait le tour des portes et des fenêtres, puis est sorti faire un tour dehors. Après une dizaine de minutes à inspecter les alentours, Steve n'a rien trouvé d'anormal et est rentré à l'intérieur pour retourner se coucher. Mais là, il a trouvé sa femme complètement paniquée. Elle lui a demandé ce qu'il avait fichu pendant tout ce temps, pourquoi il était resté dehors aussi longtemps et ce qui s'était passé. Confus et fatigué,
Steve lui a expliqué qu'il n'avait rien trouvé, qu'il avait fait un petit tour et qu'il était revenu. Mais Julie lui a montré l'heure. Il était maintenant 4 heures du matin. Il avait disparu pendant 3 heures. Julie était même sortie pour le chercher, avait crié son nom partout, sans aucune réponse. Impossible de comprendre ce qu'il s'était passé. Finalement, ils sont retournés au lit et ont dormi quelques heures jusqu'à ce que Steve doive se lever pour aller bosser. Steve dirige une entreprise de peinture. Quelques heures après avoir commencé un chantier ce jour-là, il a commencé à sentir une gêne dans les yeux. Puis ça a empiré, ses yeux se sont mis à le brûler atrocement, à tel point qu'il devait les garder grands ouverts, parce que le simple fait de cligner des yeux lui donnait l'impression de passer du papier de verre sur ses paupières. Ses employés l'ont immédiatement conduit à l'hôpital. Le diagnostic ? Des brûlures oculaires au second degré. L'équivalent de fixer une torche à souder sans protection pendant une longue période. Heureusement, il a été bien soigné et a pu récupérer entièrement sa vue. Steve est l'un des types les plus droits que je connaisse. Et quand il m'a raconté cette histoire, il était très sérieux. Ça m'a foutu les jetons. Julie, sa femme, était là aussi et elle avait l'air visiblement bouleversée rien qu'en l'écoutant. Ils n'ont jamais su ce qui s'était passé cette nuit-là. Nous avons visité le centre spatial de Huntsville il y a quelques années et j'y ai acheté une tasse à café à 12. J'ai commencé à boire mon café dedans tous les jours et pendant plus d'1 an, tout se passait normalement. Je me réveillais, allais me servir du café, le buvais en bas, lavais la tasse, puis retournais travailler dans mon bureau à l'étage. Parfois, je prenais une deuxième tasse de café que j'emportais avec moi à l'étage, puis je la redescendais une fois terminée pour la laver et la remettre en place pour le lendemain. Le 1er mai de l'année dernière, j'ai oublié de redescendre la tasse depuis mon bureau. Le matin suivant, je me suis levé comme d'habitude et je suis allé en bas pour prendre mon café dans la tasse à 12 que j'avais acheté au Space et Rocketry Center de Huntsville, en Alabama. Une fois le café terminé, j'ai lavé la tasse, l'ai rangée, puis je suis monté à l'étage pour commencer à travailler, et là, j'ai vu la tasse de la veille avec environ 2 cm de café froid au fond. Je l'ai redescendue, en essayant de comprendre ce qui se passait, et celle que je venais d'utiliser était toujours dans l'égouttoir. J'ai maintenant 2 tasses à café à 12. Au fil des mois, elles ont chacune pris un peu de caractère, mais au moment où j'ai réuni l'original et sa doppeltasse, elles avaient les mêmes éraflures et étaient, à mes yeux, absolument identiques. Je n'ai aucune explication pour ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment cette tasse a pu se dupliquer, ni pourquoi ni comment reproduire cela, mais ce que j'ai aujourd'hui, c'est 2 tasses à 12 alors que je n'en ai acheté qu'une seule. Un collègue s'est soudainement retrouvé marié avec des enfants. Je travaille à mon poste actuel depuis septembre de l'année dernière. Mon domaine est majoritairement féminin et il n'y a qu'un seul homme avec qui j'interagis régulièrement. Quand j'ai commencé, mes nouvelles collègues m'ont fait un petit topo sur tout le monde, y compris sur lui. Elles m'ont dit qu'il avait la quarantaine, qu'il était célibataire et qu'il ne s'était jamais marié. J'ai retenu ces infos avec attention parce que je le trouvais mignon. Je suis même allé voir son profil Facebook, et en effet, c'était un célibataire. Il y a un mois, cet homme m'a envoyé un mail concernant un problème professionnel. Ensuite, sa femme, apparemment réelle et employée par notre entreprise m'a elle aussi écrit. J'étais abasourdi. Dans son message, elle parle de leurs 2 filles adolescentes. Là, je suis complètement perdu. Je demande des explications à mes collègues, et elles me répondent que cet homme est marié depuis 15 ans. Et selon elles ne m'ont jamais dit qu'il était célibataire. Je retourne sur Facebook pour vérifier, mais cette fois, son profil a disparu. Il n'existe plus. Et il est impossible que je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Il a un nom très particulier et, comme je l'ai dit, c'est le seul homme avec qui je travaille. Et n'importe quelle personne célibataire sait très bien qu'on mémorise instantanément le statut sentimental de quelqu'un qui nous plaît. Je n'ai toujours aucune explication. C'est comme si sa femme n'existait pas jusqu'à ce qu'elle devienne pertinente dans l'histoire.
Cela s'est passé il y a environ 2 mois. J'allais rendre visite à une amie dans son nouvel appartement. Je n'y étais jamais allé auparavant. J'ai cherché l'adresse sur Google Maps et une autre amie m'a conduite. On s'est garé et on est monté à l'appartement B. En bas des escaliers, il y avait un type bizarre qui a immédiatement essayé de nous parler, nous poser des questions, puis il s'est mis à nous suivre en montant les marches. Précision, ce n'est pas un quartier très rassurant. J'ai frappé à la porte et, dès qu'elle s'est entr'ouverte, j'ai commencé à pousser pour entrer, sans regarder, juste pour échapper à ce mec flippant. La fille qui a ouvert n'était évidemment pas mon amie et m'a empêché d'entrer. J'ai dit « Oh mon Dieu, je suis désolé », et on est parti en courant pendant qu'elle criait après l'homme, apparemment elle le connaissait, en lui disant « Tu embêtes encore des gens » et autre chose du genre. Mon ami et moi avons couru jusqu'à sa voiture, d'où j'ai appelé la copine que je venais voir pour lui expliquer ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle habitait dans le bloc suivant. Apparemment, c'est le même complexe d'immeubles avec les mêmes numéros d'appartements. Ce qui, franchement, est complètement absurde et source de confusion. On s'est garé un peu plus loin et on est monté à son immeuble. Et là, le même type était assis en bas des escaliers. Il faisait exactement la même chose. Il nous a ressorti les mêmes phrases. Je ne sais pas quoi penser. C'était bizarre. Pourquoi les appartements sont-ils identiques ? Même apparence. Même numéro. Même type bizarre au pied des escaliers. J'ai 2 chiens. L'un d'eux a des problèmes de santé et doit prendre des médicaments à des heures très précises, 4 fois par jour. À cause de ça, notre quotidien est extrêmement routinier. L'autre soir, je les ai laissés sortir après le dîner pour faire leurs besoins. Ils sont sortis dans l'ordre habituel, sont allés à leur coin habituel pour renifler et faire ce qu'ils avaient à faire. Après quelques minutes, comme toujours, je leur ai dit de finir et d'arrêter de traîner pour qu'on puisse rentrer. Rien d'inhabituel. Ils sont revenus en courant, comme toujours. Le gros chien d'abord, puis le chien un peu moins gros ensuite. Mais pour une raison inconnue, le chien à poil court, de taille moyenne, enrobé, marron, n'est pas rentré. Je suis resté là quelques instants, à attendre ce chien dont j'étais absolument certain qu'il venait ensuite, comme tous les jours. J'étais sur le point de l'appeler pour lui dire de se dépêcher, mais en ouvrant la bouche, impossible de me souvenir de son nom. Et là, tout m'est revenu d'un coup, je n'ai que 2 chiens. Je ne sais pas si c'était un bug dans la matrice, une perte momentanée de raison ou une brève incursion dans une autre réalité, mais j'étais tellement convaincu qu'il y avait un 3e chien. Je pouvais le décrire dans les moindres détails. Et pourtant, je n'ai jamais eu un chien qui lui ressemble. Aucun de mes voisins non plus. Quand j'étais petit, je jouais avec mes figurines de Eman dans ma chambre, un après-midi ensoleillé. Je me souviens avoir ressenti comme une présence, celle de quelqu'un qui m'observait avec bienveillance. Une présence masculine, chaleureuse. J'ai regardé autour de moi, vérifié la porte, la fenêtre, mais il n'y avait personne. J'étais un peu excité parce que j'ai cru que c'était mon père. Il s'était séparé de ma mère et je ne l'avais pas revu depuis. Je ne l'ai d'ailleurs jamais revu. Comme personne n'était là, et que les membres de ma famille présents étaient dans la cuisine, j'ai repris mon jeu comme si de rien n'était. Presque 30 ans plus tard, ma mère s'est mise à croire très fort à la réincarnation. Moi, je n'y ai jamais adhéré. L'idée de revivre encore et encore, de revenir dans de nouveaux corps et de recroiser les mêmes personnes me paraît plus étouffante qu'autre chose. Pour moi, ce serait une forme de prison. Mais un jour, j'ai lu un livre où quelqu'un racontait avoir fait une séance de régression dans une vie antérieure sous hypnose. Je me suis dit que si c'était réel, je devrais pouvoir l'expérimenter aussi. Et si c'était du vent, je le saurais bien assez vite. Je n'avais pas envie de dépenser de l'argent pour un charlatan, alors j'ai trouvé une vidéo YouTube avec un guide de régression. Ce n'était pas une entrée directe dans une vie passée. Le guide te faisait d'abord revenir à l'enfance, puis à la vie dans le ventre de ta mère, et seulement ensuite au-delà. Quand je me suis laissé guider vers mon enfance,
je me suis retrouvé à revivre cette scène. Le petit garçon en train de jouer avec ses figurines Eman. Mais cette fois, j'étais l'observateur. J'étais à l'endroit même d'où, enfant, j'avais ressenti cette présence. J'étais cette présence. Et j'ai été envahi par un amour immense pour ce gamin, de la compassion pour tout ce qu'il allait traverser. J'ai ressenti un besoin profond de le protéger, de l'aider à grandir, comme le ferait un père. À l'époque, ma chambre donnait sur le salon, depuis lequel on pouvait voir la cuisine. Il y avait aussi une salle de bain qui se trouvait dans un coin de notre chambre, et on ne pouvait y accéder que depuis cette pièce. Un après-midi, je me réveille. Je me souviens m'être assise, avoir regardé mon téléphone, puis allumé une cigarette. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte de la chambre et je suis allé dans le salon pour monter le thermostat. J'ai vu mon ex dans la cuisine, en train de tripoter la cafetière. Puis il a commencé à marcher vers le fond de la maison, en direction de l'autre chambre. Je lui ai lancé « Hey! Tu es debout tôt !» Il m'a regardé, et a continué son chemin sans rien dire. Je suis retourné dans notre chambre et je me suis assise sur le lit. Quelques minutes plus tard, j'ai appelé son prénom, et là il a ouvert la porte de la salle de bain et a répondu « Ouais ». Il était dans la salle de bain depuis le début. J'étais complètement perdu. Et profondément troublé. J'aurais juré avoir vu mon ex dans la cuisine, clairement, distinctement, en train de bouger, interagir avec son environnement. Mais ce n'était pas possible s'il était enfermé dans la salle de bain tout ce temps. Cette expérience m'a vraiment secoué. Un soir, je quittais le travail avec un collègue. On travaillait au 4e étage d'un immeuble, et comme d'habitude, on a pris les escaliers pour descendre au parking souterrain. Il était à environ une demi-volée de marche derrière moi. À un moment, j'ai eu cette pensée soudaine, on descend depuis beaucoup trop longtemps. On avait déjà fait 8 demi-volées d'escalier, peut-être même 4 ou 6 de plus, c'était clair que quelque chose clochait. Et juste au moment précis où j'ai eu cette pensée, j'ai vu la porte de la sortie de secours. C'est celle qui se trouve juste un étage au-dessus de la porte menant au garage. C'était quasi instantané, j'ai eu le déclic dans ma tête, j'ai vu la porte, et d'un coup tout semblait redevenu normal. On n'avait pas échangé un mot pendant toute la descente, mais à ce moment-là, mon collègue dit, c'était plus long que d'habitude. Et c'est vrai, on ne traînait pas. Personnellement, je dévale ces escaliers à toute vitesse. Pourtant, c'était comme si on s'était retrouvé coincé pendant un instant dans un escalier infini, comme sur une machine de step à la salle de sport. Et lui aussi l'a senti. Quand j'étais à l'école, en 5e ou 6e année, j'ai traversé une période où je ressentais des sensations de déjà-vu extrêmement fortes, presque tous les jours. Et dans ce même laps de temps, il m'est arrivé quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était pendant la pause déjeuner. Je me suis retourné, et soudain, tout est devenu complètement noir. Littéralement, plus rien. Puis, petit à petit, les choses proches de moi ont commencé à réapparaître, comme si le monde se chargeait. Les bâtiments les plus proches, les gens à côté de moi, sont revenus les premiers. Mais derrière eux, c'était encore tout noir. Et plus c'était loin, plus ça mettait de temps à apparaître. Exactement comme dans un jeu vidéo où les graphismes lointains mettent du temps à se charger. C'était bref, quelques secondes peut-être, mais c'était si net, si étrange, que je m'en souviens encore parfaitement. J'ai même demandé à mes amis s'ils avaient vu la même chose, mais évidemment, eux n'avaient rien remarqué. C'est resté gravé dans ma mémoire. Parce que ce moment-là, c'était comme si la réalité elle-même avait bugué. C'était mon tout premier emploi après l'université. Un soir, je suis resté un peu plus tard au bureau et je suis parti vers 18h30. À ce moment-là, je vivais encore chez mes parents, à 17 minutes de route du bureau. Le trajet était toujours assez régulier, il n'y avait quasiment jamais de trafic.
Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé directement chez mes parents. Aucun arrêt, aucun détour. Et pourtant, quand je suis arrivé, il était environ 20h15. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé durant ces 88 minutes perdues. La seule explication rationnelle que j'ai pu envisager, c'est que j'aurais travaillé 1 heure de plus sans m'en rendre compte. Mais ça voudrait dire que j'ai mal lu l'heure sur les horloges du bureau et sur celle de ma voiture, que je me souviens pourtant avoir consulté en quittant le parking. Le lendemain, j'ai vérifié toutes les horloges, aucune n'était déréglée. Ça fait plusieurs années maintenant, et avec le temps mon esprit penche vers l'idée que j'ai dû faire une erreur quelque part. Mais à l'époque, je me souviens avoir passé en revue toutes les hypothèses possibles, méthodiquement, et les avoir éliminées une par une. Et malgré tout, ce trou noir dans le temps est resté inexpliqué. Quand j'étais enfant, je tombais souvent malade, tous les 2 ou 3 mois. J'avais probablement un système immunitaire assez faible. Une fois, alors que j'avais un très gros rhume, j'ai été emmené à l'hôpital. J'ai reçu un traitement et j'ai passé la nuit là-bas pour être surveillé. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, du moins je suppose que c'était la nuit, car la chambre était complètement plongée dans le noir. Je ne savais pas l'heure, juste que tout était calme et sombre. Quelques secondes après m'être réveillé, une infirmière est entrée dans la chambre. C'était celle qui m'avait branché au moniteur cardiaque plus tôt. Je lui ai demandé quelque chose comme « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle ne m'a pas répondu. À noter, mes parents dormaient dans la même pièce que moi, chacun sur un lit d'appoint. La chambre était petite, il n'y avait presque plus d'espace libre. Je me suis rendormi environ 10 secondes plus tard. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma mère si elle se souvenait qu'une infirmière était entrée dans la chambre pendant la nuit. Elle m'a regardé, surprise. Elle m'a dit qu'elle n'avait dormi qu'1 heure, de 7h à 8h, et qu'elle avait été réveillée tout le reste du temps. Elle a affirmé qu'aucune infirmière, ni même mon père, n'était entrée ou sortie de la chambre pendant la nuit. Personne. Rien. Silence total. Cela s'est passé il y a quelques semaines. Mon mari et moi vivons actuellement chez mon beau-père. Nous ne sommes que 3 à avoir une clé de la maison. Pas d'animaux, très peu de visites, donc aucune chance que quelqu'un soit passé en douce pendant la journée pendant notre absence. Ce jour-là, on est allé faire une petite randonnée sur notre sentier préféré, un sentier recouvert de gravier de petite taille. Après ça, toujours avec nos chaussures de rando, on a rejoint des amis pour manger un morceau, puis on a fait quelques courses avant de rentrer à la maison plusieurs heures plus tard. Bref, on a beaucoup marché après la rando, donc tout le gravier qu'on aurait pu avoir sous les semelles aurait dû tomber depuis longtemps. En rentrant, première chose qu'on fait, on enlève nos chaussures et on les range. Aucun de nous ne s'est assis sur le canapé pour faire ça. Même s'il restait du gravier sur nos chaussures, il n'y en aurait pas eu assez pour que ça fasse la moindre différence. Ensuite, on se change dans la chambre, on prépare le dîner ensemble, puis on s'installe pour manger dans le salon. Je suis sur le fauteuil inclinable, mon mari s'assied sur le canapé et tire la petite couverture grise qu'on garde dessus. Et là, du gravier vole partout, sur le sol et sur lui. On s'est regardé en mode « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Ce n'était pas juste 2 ou 3 cailloux, non. C'était littéralement l'équivalent d'une tasse à mesurer remplie de gravier, cachée dans les plis de la couverture et entre les coussins du canapé. Il a fallu sortir l'aspirateur pour tout nettoyer. On a passé la soirée à essayer de comprendre. Il n'y avait aucune explication logique. Même si on avait transporté du gravier jusque-là depuis le sentier, même si on s'était assis avec sans faire attention, ce qui n'a pas été le cas, jamais il n'aurait pu y en avoir autant. Et surtout pas dans la couverture. Quand mon beau-père est rentré du travail, on lui a demandé s'il avait fait quelque chose qui aurait pu mettre tout ce gravier-là. Il n'en savait rien non plus. Aucun de nous ne travaille dans un endroit où on pourrait en ramener. Et la cour autour de la maison n'a pas ce type de gravier. Même si, hypothétiquement, on en avait rapporté depuis le sentier,
il aurait fallu qu'on grimpe sur le canapé avec nos bottes pleines de cailloux pour que ça ait du sens. Et ça, on ne l'a pas fait. À 3, on a tourné ça dans tous les sens pendant tout le week-end, jusqu'à ce qu'on en arrive à la seule conclusion qui nous paraissait un tant soit peu satisfaisante. Un trou s'est ouvert depuis une autre dimension juste assez longtemps pour déverser une bonne poignée de gravier sur notre canapé, puis il s'est refermé comme si de rien n'était. Tellement de fois j'ai eu la sensation de tomber à travers mon lit, alors que j'étais pleinement éveillé, au point de m'agripper soudainement au drap ou au bord, comme par pur réflexe, parce que c'était si brutal, si réel. Et puis, tout redevenait normal. Il y a un endroit précis dans la maison où j'ai perdu tellement d'objets que je refuse désormais d'y poser quoi que ce soit. Ça disparaît littéralement. Je ne pose plus rien là. Et les brosses à cheveux ? Je ne sais pas où elles vont. Ce n'est pourtant pas le genre d'objet qu'on promène partout comme un téléphone. Et pourtant, tous les 2 mois, je dois en racheter une nouvelle. Elle s'évapore. J'ai aussi cette étrange sensation d'avoir déjà vécu certains jours. Tout est identique, les gestes, les conversations, les sensations. J'ai même dit à mon mari, dans 1 mois ou 2, voilà ce qui va se passer, on aura cette discussion, dans ces circonstances. Et quand ça arrive, je lui demande s'il se souvient que je l'avais prédit. Et ça le met très mal à l'aise. Parfois, je fais volontairement une action étrange et spécifique, comme planter une punaise dans un mur à un endroit aléatoire, juste pour que, si tout recommence exactement pareil, je puisse confirmer que ce n'est pas dans ma tête. Que je ne suis pas folle. Mais ce qui me perturbe le plus, c'est en voiture. Un moment, je suis sur la route, en train de rentrer chez moi. L'instant d'après, sans que je sache comment, je suis déjà garé dans l'allée. Je sais qu'on peut parfois déconnecter un peu en conduisant, mais là, c'est autre chose. C'est comme si je glissais hors du temps, ou de la continuité normale des choses. Et tout ça, même si j'essaie d'y mettre des explications rationnelles, je n'arrive pas à me défaire de l'impression que quelque chose de plus étrange se joue là-dessous. Quand ma fille était petite, vers 2 à 3 ans, on passait évidemment par beaucoup de vêtements, comme c'est le cas avec tous les enfants qui grandissent vite. On lui avait acheté quelques nouveaux t-shirts, et au fil du temps, j'ai commencé à remarquer un petit lapin étrange, un peu dérangeant, imprimé sur certains d'entre eux. Le genre de détail qu'on ne remarque pas tout de suite. Bon, je me suis dit que je n'y avais pas prêté attention en magasin, pas bien grave. Mais ensuite, ce petit lapin a commencé à apparaître sur d'autres vêtements. Des vêtements plus anciens. Des vêtements que j'avais vus des dizaines de fois, que j'avais lavés, pliés, rangés, et qui n'avaient jamais eu ce motif auparavant. Et ce n'était pas juste un détail subtil ou caché, non, c'était clairement visible, et parfois complètement hors contexte, presque déplacé. Ce qui m'a vraiment mise mal à l'aise, c'est que ces habits venaient de marques et de magasins différents. Il n'y avait aucune raison qu'ils partagent ce même dessin. Et pourtant, le lapin revenait encore et encore. À un moment, un t-shirt avec ce fameux motif s'est carrément dupliqué. On en a retrouvé 2 exemplaires, exactement identiques, sortis de nulle part. J'aurais tellement aimé garder ces vêtements pour pouvoir prouver que je ne délirais pas. Mais à l'époque, j'étais trop troublé pour penser à ça. Et aujourd'hui, je repense à cette histoire, et j'en ai toujours des frissons. C'était tout simplement bizarre. Comme si quelque chose ou quelqu'un s'amusait à glisser ce motif dans notre quotidien sans qu'on comprenne comment ni pourquoi. Donc, juste avant mon dernier semestre à la fac, fin 2019, on m'a proposé de partir en échange universitaire en Australie. J'avais déménagé dans un autre état pour mes études et j'avais fini par louer un appartement quand ma sœur avait fait pareil. Mais ce semestre-là, elle a quitté la fac et est retournée vivre chez nos parents. Alors quand l'offre est arrivée, on a décidé de vendre tout ce que j'avais, pour éviter de devoir gérer le stockage. Parmi les choses que j'ai vendues, il y avait 2 tabourets de bar noir, à hauteur de comptoir, que j'adorais parce qu'ils allaient parfaitement dans notre studio. Donc, tout vendu, appart vidé, billets achetés, premier voyage à l'étranger,
plus de 30 heures de trajet, recherche de chambre en colocation dans un nouveau pays, installation chez un couple génial, adaptation à la nouvelle ville, nouvelle fac, puis boum, le Covid. Puis le Covid maîtrisé. Road trip incroyable dans le Kunstland avec des amis formidables. Au revoir les amis, décision de rester encore un peu pour voir comment ça évolue chez moi. Deuxième semestre dans la nouvelle fac, accumulation de devoirs, nuit blanche, échéances qui s'enchaînent, et puis BAM. Un matin, je descends les escaliers, encore à moitié endormi après une nuit compliquée à finir un devoir difficile, et là, en bas de l'escalier, exactement les 2 tabourets noirs. Exactement 2. Même couleur. Même modèle. Posés là, au milieu du couloir. Tournés vers moi. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Mon cerveau a littéralement bloqué. Mon premier réflexe, honnêtement, c'était de croire qu'ils m'avaient suivi. Qu'ils avaient voyagé à travers le monde pour me retrouver. C'était absurde, mais c'était ma première pensée. En réalité, un de nos voisins les avait laissés sur le trottoir et mes colocataires les avaient ramenés, sans encore savoir où les mettre. C'est banal, c'est logique. C'est même pas si improbable quand on pense à la production de masse. Mais pendant 20 secondes entières, j'étais persuadé d'être dans un épisode bizarre de ma vie. Et mes colocs, eux, ont sûrement pensé que j'étais à 2 doigts de craquer mentalement. J'arrivais même pas à leur expliquer pourquoi ces 2 tabourets m'avaient autant secoué. Un jour, mon mari et moi avons décidé d'aller manger dans un petit resto de sandwich près de chez nous. En roulant sur une rue à sens unique assez fréquentée, bordée d'immeubles de bureaux, on a croisé un gars qui marchait. Il portait un t-shirt rouge Batman, une casquette Nike, un jean troué et des Birkenstock. J'ai fait une remarque du genre, ce mec doit bosser dans un endroit où on peut venir habiller comme ça. Pas très gentil, ok, mais bon, on discute de tout et de rien dans la voiture. On continue notre route. On ne fait aucun détour. On roule directement jusqu'au resto, à environ 3 km de là. Et là, dans le parking, le même gars. Même t-shirt rouge Batman, même jean, même Birkenstock, même casquette. Il fumait une cigarette tranquille, comme s'il avait toujours été là. Mon mari me regarde, visiblement perturbé, il reconnaît aussi son visage. C'était impossible que ce soit quelqu'un d'autre. Aucun raccourci. Il n'avait pas de voiture à proximité quand on l'a vu, il marchait. Et pourtant, il était là. Arrivé avant nous. On s'est installé à l'intérieur et il a fini par s'asseoir à quelques tables de nous. On a failli lui parler, lui demander s'il avait un frère jumeau, s'il avait un don pour la téléportation, mais comment aborder une conversation pareille sans passer pour des fous ? J'avais précommandé l'édition spéciale de Doom 3 et elle était accompagnée d'une petite figurine en étain représentant l'un des monstres du jeu. Un jour, je l'ai accidentellement fait tomber de mon bureau. Je m'attendais à entendre le bruit du choc sur le sol, mais rien. Je ne l'ai jamais entendu atterrir. Je ne l'ai jamais revu non plus. Ma chambre était entièrement recouverte de moquettes, donc oui, il est possible que le bruit ait été étouffé. Mais j'ai cherché partout, et je veux dire vraiment partout. J'ai retourné la pièce, déplacé les meubles, vérifié chaque recoin. Rien. Pas la moindre trace de la figurine. Ce n'était pas une pièce compliquée non plus, il n'y avait pas d'endroit sous le bureau ou dans les murs où elle aurait pu se coincer. C'était comme si elle s'était évaporée. Ce qui rend l'histoire encore plus étrange, c'est que j'ai continué à vivre dans cette chambre pendant 4 ans. J'y ai fait des réaménagements fréquents, bougé le lit, changé la disposition du mobilier, passé l'aspirateur des dizaines de fois. Pourtant, pas une seule fois je ne suis retombé sur cette figurine. Un jour, j'ai même fini par me demander si je l'avais réellement fait tomber, ou si je l'avais seulement rêvé. Mais je me souvenais très bien de l'instant précis, du bruit de la chute, ou plutôt de son absence. C'était un moment net dans ma mémoire. Comme si quelque chose l'avait prise, à l'instant où elle quittait la table.
Je suis passé devant une collègue qui discutait avec quelqu'un dans un couloir. J'ai clairement entendu leur conversation continuer après que je les ai dépassés. Rien de bizarre jusque-là. J'ai poursuivi mon chemin, marché environ 150 mètres, monté un escalier, puis longé une autre section du bâtiment. Et c'est là que j'ai croisé une pièce ouverte. En y jetant un coup d'œil, j'ai vu cette même collègue. Elle était là, debout, en pleine discussion avec une autre personne. Elle n'était pas pressée, pas essoufflée, pas en train d'arriver d'ailleurs. Elle était déjà installée, engagée dans une conversation comme si elle s'y trouvait depuis plusieurs minutes. J'ai continué à marcher, un peu sonné. J'ai refait mentalement tout le trajet que j'avais parcouru. Il n'y avait aucun raccourci évident, aucun moyen rapide de passer de l'endroit où je l'avais vu la première fois à cette pièce du haut sans me croiser ou me doubler à un moment donné. Je suis monté par le seul escalier disponible de ce côté-là. Si elle était passée par un autre chemin, elle aurait dû courir, me dépasser sans que je la voie, tout ça en gardant une avance parfaite pour être déjà engagée dans une conversation à l'étage avant mon arrivée. Plus tard dans la journée, incapable de sortir cette bizarrerie de ma tête, je suis allé la voir. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Elle a souri simplement et m'a répondu « Je marche vite ». Rien de plus. Pas de clin d'œil, pas de blague. Mon frère avait un porte-clés avec une patte de lapin porte-bonheur. Rien de bien extraordinaire, juste un de ces petits objets kitsch qu'on garde pour le symbole plus que pour l'esthétique. Un jour, je jouais avec. Je le lançais en l'air, puis je le rattrapais en boucle. Un geste simple, presque hypnotique. Jusqu'à ce que, soudainement, après un lancer tout à fait normal, la patte ne redescende pas. Je suis resté là, bras tendus, à attendre. J'ai regardé autour de moi, au sol, sous les meubles, sur les rebords. Rien. Disparu. Elle avait littéralement cessé de tomber. Je ne l'ai jamais retrouvée. Pendant 30 ans. Et puis, un jour, bien des décennies plus tard, je faisais des travaux dans le plafond d'un vieux bâtiment. Je démontais les dalles d'un faux plafond, accédais au conduit poussiéreux du système de chauffage, quand j'ai vu quelque chose. Posée là, sur un conduit métallique, la patte de lapin. La même. Inchangée. À ce moment-là, j'ai ri. Un rire nerveux. 30 ans. L'objet avait disparu dans une pièce, lors d'un geste anodin, et était réapparu dans une structure fermée, inaccessible, là où il n'aurait jamais pu tomber naturellement. Il n'y avait aucune ouverture directe, aucun interstice logique par lequel elle aurait pu se glisser, et encore moins voler jusqu'à cet endroit. Alors j'ai pensé à la physique quantique. À ce phénomène étrange et réel qu'est le tunnel quantique, une particule qui, contre toute attente, parvient à traverser une barrière énergétique infranchissable selon les lois classiques. C'est un événement à la probabilité infinitésimale. On parle ici d'une chance sur un nombre plus grand que celui des atomes dans l'univers observable. Et encore, ça, c'est pour une particule. Pour un objet entier, composé de milliards de particules liées, c'est pratiquement impossible. Mais pas tout à fait. Et c'est là que ça devient vertigineux. Parce que tant que la probabilité n'est pas zéro, alors ce qui s'est passé ce jour-là n'était peut-être pas une disparition. Une nuit, j'étais dans mon lit, assis avec ma tablette sur les genoux. Mon partenaire dormait paisiblement à côté de moi. Rien d'extraordinaire. J'avais déjà connu pas mal de dissociations, des sensations bizarres où la réalité devient floue, où je ne suis plus vraiment dans mon corps. Mais ce soir-là, ça a été autre chose. En une fraction de seconde, je suis parti. Plus exactement, je me suis vu depuis l'extérieur. J'étais debout, mais sur le plafond. Comme si la gravité s'était inversée juste pour moi. Je regardais vers le bas, vers moi-même. Mon propre corps était toujours assis dans le lit, exactement comme je l'étais une seconde plus tôt, toujours avec la tablette, toujours à côté de mon partenaire endormi. Mais moi, j'étais ailleurs. J'étais en haut, à l'envers,
observant la scène comme un spectateur suspendu. C'était net. Pas un rêve flou. Pas une impression vaporeuse. J'étais là-haut, conscient de ce que je voyais, conscient aussi que c'était absurde. Je crois que j'ai même essayé de faire un pas vers l'avant. Et d'un coup, sans transition, j'étais de retour. Dans mon corps. Comme si quelqu'un m'avait mal téléporté et s'était ravisé au dernier moment, genre oups, pas la bonne dimension, désolé. Ce n'était pas une sortie de corps réel, je le sais. C'était probablement une de ces distorsions que la dissociation profonde peut créer, quand le cerveau mélange la perception, la mémoire, et un peu d'imagination active. Mais ce moment reste figé dans ma tête. Parce que c'était tellement réel, tellement précis, que j'ai encore du mal à croire que ce n'était qu'un bug de ma propre conscience. Mes parents étaient partis pour quelques semaines, ce qui faisait de moi le seul occupant de la maison. J'étais seul, tranquille, habitué au silence des pièces vides. Un jour, je suis parti travailler comme d'habitude, rien d'étrange. Quand je suis rentré en fin de journée, j'ai trouvé un colis. Mais pas devant la porte. Pas dans l'entrée. Non. Il était posé en plein milieu du sol de la salle de bain. Un gros carton. Trop grand pour passer par la fente de la boîte aux lettres. Impossible à glisser par une fenêtre, surtout que toutes les fenêtres étaient fermées et verrouillées, comme je les avais laissées. Et c'était verrouillé de l'intérieur. Aucun signe d'effraction, aucun carreau brisé, rien. Et surtout, il n'y avait que moi qui avais une clé. Personne d'autre. Pas un voisin, pas un ami, personne, même pas mes parents à ce moment-là, car ils avaient emporté leur trousseau avec eux. Je suis resté là un bon moment, planté devant la porte de la salle de bain, à fixer ce colis comme s'il allait m'expliquer de lui-même comment il était arrivé là. J'ai vérifié toutes les serrures. J'ai même inspecté le sol, les murs, pour être sûr qu'il n'y avait pas un détail que j'aurais raté. Mais non. Tout était parfaitement normal. Sauf cette boîte. Le contenu n'avait rien de bizarre. C'était quelque chose que j'avais commandé, oui, mais je l'attendais dans les jours à venir, pas précisément ce jour-là, et certainement pas livré à l'intérieur de ma maison. Pas moi, mais une collègue. On a été diplômés de la même école et on aimait échanger des histoires sur l'un des bâtiments les plus effrayants de notre université. J'ai moi-même vécu quelques phénomènes paranormaux ou inexpliqués, mais ce qu'elle a vécu ressemble plutôt à une faille dans la matrice. On avait souvent des anecdotes liées à ce bâtiment en particulier parce que nos casiers se trouvaient au 4e étage. On avait souvent des cours qui finissaient à 20 h, et la plupart du temps on devait laisser nos lourds manuels dans les casiers avant de rentrer chez nous. Un soir, vers 20 h, elle et son groupe d'amis étaient dans le vestiaire quand elles ont vu une silhouette passer dans le noir. Elles ont paniqué et se sont mises à courir dans les escaliers, du 4e jusqu'au rez-de-chaussée. Il faut savoir que le bâtiment est très ouvert et en forme de U, ce qui fait que depuis le rez-de-chaussée on peut voir les gens qui se trouvent dans les couloirs ou dans les escaliers. Une professeure qui était au rez-de-chaussée les a entendus crier et les a vus descendre en courant. Quand ma collègue et ses amis, à bout de souffle, sont arrivés en bas, la professeure est venue les voir. Elle leur a dit qu'elles avaient mis énormément de temps à descendre du 3e au 2e étage. Ma collègue n'a pas compris comment c'était possible, puisqu'elles avaient dévalé les escaliers sans s'arrêter. Mais d'après ses propres mots, elle a eu l'impression étrange d'avoir pris une volée de marche en trop en descendant. C'est arrivé dimanche dernier, juste après une terrible tempête de neige. On a eu environ 60 cm de neige. Je me réveille et je ne trouve pas mon mari. C'est le week-end, donc je sais qu'il n'est pas au travail. Je me dis qu'il est probablement en train de déblayer le perron. Je regarde par la fenêtre et je vois ma place de parking, complètement recouverte de neige, et ma voiture, noire, n'est pas là. Je regarde le perron, lui aussi couvert de neige, et mon mari n'y est pas. J'ai envie d'aller aux toilettes, donc je vais à la salle de bain. Ça n'a pas pu me prendre plus d'1 minute, mais quand je reviens au salon, mon mari est en train de rentrer dans la maison. Je lui demande où il était,
et il me répond qu'il pelletait le perron. Évidemment, je lui dis que ce n'est pas possible et je lui explique ce que j'ai vu. Il me regarde comme si j'étais folle, alors je retourne à la fenêtre. Ma voiture est là, recouverte de neige, mais parfaitement visible, et le perron est entièrement dégagé, il n'y a plus du tout de neige dessus. Il est impossible que mon mari ait enlevé 60 cm de neige en moins d'une minute. Je peux admettre que mon cerveau m'ait peut-être joué un tour concernant la voiture, mais il est impensable que j'ai confondu un perron couvert de neige avec un perron complètement déneigé. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Pendant des années, j'ai fait le même rêve récurrent, je retournais dans une ville où vivait une ex en 2013, quand nous étions ensemble. C'est une petite ville de 20 000 habitants, pas vraiment un endroit touristique, et pour être honnête, même quand j'y étais, je n'en avais rien à faire des sites à voir. Environ un an après notre rupture, j'ai commencé à rêver que j'arrivais là-bas en train, toujours en essayant de me rendre à une statue bien précise, que je n'avais pourtant jamais vue. Et quand je dis jamais, j'en suis absolument sûr. Elle se trouvait de l'autre côté de la ville, loin de la gare et de l'endroit où mon ex habitait. Mais bon, je me suis dit que j'avais dû voir cette statue quelque part et que mon esprit bricolait ses rêves parce qu'au fond, je voulais peut-être y retourner. Sauf que ces rêves sont devenus de plus en plus étranges. À chaque fois, j'arrivais en train, mais la ville était toujours différente. Un soir, c'était un petit village flottant. Une autre fois, une métropole à la Hong Kong. Mais peu importe la forme que la ville prenait, j'étais toujours sur le point d'atteindre cette statue, sans jamais y arriver. Je ne l'ai jamais vue, même pas dans mes rêves. Elle restait inaccessible. J'ai mis ça sur le compte de mon imagination. Et puis j'ai commencé à voir cette statue partout. Dans un manuel d'histoire au lycée. 3 amis, travaillant dans des domaines totalement différents, ont eu à se rendre dans cette ville pour le boulot et ont chacun pris une photo de cette fameuse statue, sans que je leur ai jamais parlé de mes rêves. Un jour, elle est même apparue dans un documentaire que je regardais par hasard. Et un autre ami, qui n'était au courant de rien, m'a dit de nulle part qu'il voulait aller là-bas, justement pour voir cette statue. Puis, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Je n'ai plus jamais refait ce rêve. Je pense que j'avais juste besoin de tourner la page sur cette relation. Pourtant, cette fille n'apparaissait jamais dans mes rêves. Peut-être que j'étais simplement censé y aller un jour, tenter d'atteindre cette statue pour de vrai. Mais je ne l'ai jamais fait. En octobre 2015, j'étais à une fête d'Halloween avec des amis. L'endroit était flippant au possible, des objets bougeaient quand on quittait la pièce, une silhouette sombre faisait les 100 pas dans le jardin, et on était ados à faire des trucs pas très nets à l'époque. Plus tard dans la soirée, on était tous assis dans le salon à fumer la chicha en jouant à Cards Against Humanity. Je suis allé vérifier mon téléphone, parce que mon frère était censé venir me chercher depuis plus d'1 heure. À l'époque, je transportais toujours un sac en bandoulière avec moi, et je gardais mon téléphone dans la poche arrière du sac, avec mon iPhone, qui n'avait pas de forfait, je l'utilisais juste pour les jeux ou pour lire en cours. Mon téléphone était toujours en mode vibreur, mais il vibrait fort, surtout s'il reposait contre une surface dure comme l'iPhone. Je trouve mon sac posé face vers le haut de l'autre côté de la pièce, je mets la main dans la poche arrière, et là, panique totale, aucun des 2 téléphones n'y est. Ma meilleure amie remarque que je panique et vient m'aider. On retourne tout le sac, on le vide complètement, on le secoue devant tout le monde. À ce moment-là, tout le monde commence à chercher avec nous dans le salon et la cuisine, les seuls endroits où j'avais mis les pieds ce soir-là. 3 personnes différentes appellent mon téléphone, et tout le monde se tait pour écouter. Rien. Silence complet. Je suis à 2 doigts de pleurer, en pensant à la réaction de mes parents. Et là, quelqu'un frappe à la porte. C'est mon père. Je suis à côté de l'hôte de la soirée, qui essaie de me calmer. Mon ami, celui qui m'a aidé à fouiller le sac, le récupère là où il était resté posé. Personne d'autre ne l'avait touché. Et là, il m'appelle, glisse la main dans la poche arrière du sac et en sort les 2 téléphones.
Plusieurs personnes nous avaient vu retourner ce sac dans tous les sens, vider chaque compartiment. Et pourtant, là, comme par magie, ils sont revenus, comme s'ils n'avaient jamais disparu. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris, si je n'avais pas perdu mon téléphone, mon père m'aurait appelé, m'aurait entendu fumer, et j'aurais eu de sérieux problèmes. En quittant l'aéroport de Chicago il y a quelques années, je me suis retrouvé coincé dans un embouteillage total en direction du centre-ville. Ma mère et moi étions à l'arrière du taxi, le chauffeur, silencieux, à l'avant. Je regardais par la fenêtre, d'où j'avais une vue dégagée sur la piste de décollage des avions. J'ai vu un avion commencer à décoller, et une fois qu'il avait quitté le sol, à peut-être 60 mètres de hauteur, il s'est arrêté net. Il est resté figé dans les airs. J'ai tout de suite attiré l'attention de ma mère, et elle était aussi déconcertée que moi. Là, on était bloqué dans la circulation, et un avion semblait littéralement suspendu au-dessus du sol. Ce qui a rendu la scène encore plus étrange, c'est que le chauffeur de taxi a lui aussi remarqué l'avion, et il avait l'air aussi perplexe que nous. On s'est dit que c'était sûrement une illusion d'optique, un effet d'angle, ou alors que l'avion avançait très lentement sans qu'on puisse le percevoir. Mais non, il semblait vraiment figé. Finalement, l'avion s'est remis à bouger, au même moment où la circulation a commencé à repartir. Je me souviens que le chauffeur a pris une photo, mais je n'ai jamais pensé à lui demander de me l'envoyer. Il y a eu de nombreux moments dans ma vie où cette petite voix dans ma tête me disait simplement de faire quelque chose. Mais ce n'est pas comme une pensée que je me fais moi-même, c'est plus comme une impulsion, une sorte de coude invisible qui me pousse dans une direction. Par exemple, je peux être en train de dormir et entendre cette voix dire « Tu peux te réveiller maintenant ». Ce n'est pas moi qui me parle à moi-même. C'est comme si quelqu'un d'autre me parlait. Et chaque fois que je choisis de ne pas l'écouter, il se passe quelque chose de négatif. Mais quand je l'écoute, je découvre quelque chose de crucial, quelque chose que je n'aurais jamais su autrement. Il y a aussi des moments où je ressens le besoin soudain de poser un objet, comme une montre ou un briquet, à un endroit bien précis, souvent visible mais un peu inhabituel. À chaque fois, ces objets disparaissent, puis réapparaissent exactement au même endroit, comme s'ils n'avaient jamais bougé. C'est devenu si fréquent que j'en ai presque développé une philosophie personnelle. Cette chose, cette voix, cette intuition ou ce mécanisme, quel qu'il soit, est devenu une partie centrale de ma vie. Quand j'étais petit, mes parents et mon frère ont décidé de faire une petite promenade dans les bois derrière notre maison. On habitait dans un grand lotissement, entouré de rues très passantes, donc à l'époque je n'imaginais pas que ces bois s'étendaient bien loin. Je me souviens qu'on a marché assez longtemps. Mes parents discutaient tranquillement pendant que mon frère et moi on s'amusait à grimper sur les gros rochers qu'on trouvait en chemin. On n'est jamais sorti des bois, on n'a traversé aucune rue, et on n'a pris aucune autre direction que tout droit depuis notre jardin. À un moment, on est sorti de la forêt pour arriver dans ce qui semblait être une autre zone résidentielle. On se retrouvait dans le jardin de quelqu'un, alors on a vite fait le tour de la maison pour rejoindre la rue. Et là, juste de l'autre côté de la rue, il y avait notre maison. L'avant de la maison, avec les voitures de mes parents garées devant, exactement comme d'habitude. Mes parents nous ont juste fait traverser la rue et ont continué comme si de rien n'était. Du point de vue de l'enfant que j'étais, c'était comme si on avait fait le tour de la terre et qu'on était revenu de l'autre côté de notre propre maison. Aujourd'hui encore, mes parents ne se souviennent pas de cette promenade. Et moi, je n'arrive toujours pas à expliquer comment on a pu marcher en ligne droite depuis l'arrière de notre maison, pour finir exactement devant. En 1991, ma mère, mon frère et moi, j'avais 11 ans à l'époque, faisions un long trajet en voiture pour aller rendre visite à l'une de mes tantes. Environ à mi-chemin, une femme pieds nus, vêtue d'une robe en lambeaux, a traversé l'autoroute sans même regarder la circulation. Elle s'est arrêtée au milieu du terre-plein central, dans l'herbe, puis elle a tout simplement disparu.
Ma mère a immédiatement pris la première sortie et on s'est arrêté à la première station-service pour appeler le 911. L'opératrice nous a dit qu'ils avaient déjà reçu plusieurs appels à propos de cette femme, et qu'une équipe était déjà en route pour vérifier. Pendant que ma mère raccrochait le téléphone public, un routier costaud, qui attendait visiblement son tour pour appeler, s'est approché. Mais au lieu de demander la ligne, il a simplement dit « Vous l'avez vu, vous aussi ?» Plus tard dans la journée, depuis la maison de ma tante, ma mère a rappelé la police de l'État du Michigan pour savoir s'ils avaient trouvé la femme. Ils avaient envoyé plusieurs voitures et une ambulance, mais aucune trace d'elle. Rien du tout. Il y a 6 ans, en 2012, mon père, mon frère et moi sommes partis faire une randonnée. Ce n'était pas censé durer longtemps, peut-être 1 heure, et depuis le sommet, on pouvait même être vu à la jumelle. Pendant toute la montée, j'étais convaincu que mon frère était avec nous. Mais une fois arrivé au sommet, alors qu'on faisait une pause pour se reposer, j'ai remarqué qu'il n'était pas là. On était sur le sentier numéro 3, considéré comme sûr. Mais il est possible de passer de ce sentier au sentier 5 en traversant les arbres. Le sentier 5 est bien plus dangereux, avec des risques d'éboulement, des léopards qui rôdent, même s'ils n'attaquent pas les humains en général, mieux vaut ne pas tenter le diable, et même des gangs qui se cachent dans la forêt. On est redescendu en panique, et les heures qui ont suivi sont un vrai flou dans ma mémoire. La police a été contactée, et une opération de recherche à grande échelle a été lancée pour retrouver mon frère. Je ne me souviens pas très bien de comment ça s'est déroulé, mais alors que ma mère pleurait, Ibrahim, mon frère, est soudainement apparu au point de départ du sentier 3. Apparemment, il s'était discrètement éloigné pour aller pisser sans qu'on le remarque. Et pendant qu'il remontait pour nous rejoindre, nous, on redescendait. On s'est croisés, sans jamais se voir. Il a attendu au sommet, pensant qu'il était passé devant nous, et a même fait une sieste. C'est seulement quand il a entendu les sirènes de police qu'il a compris que quelque chose n'allait pas. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais refait de randonnée. Je jouais avec un cousin un peu plus âgé que moi pendant une réunion de famille chez mon oncle. On a commencé à s'aventurer dans la forêt derrière sa maison, il vivait à la campagne, et on a fini par se perdre, incapable de retrouver le chemin du retour. À un moment, on a remarqué d'énormes empreintes de pattes dans la terre, ce qui nous a fait paniquer. On ne savait pas ce que c'était, mais ce n'était clairement pas un animal qu'on voulait croiser. Quelques minutes plus tard, on est sorti des bois pour déboucher sur un champ immense rempli de fleurs sauvages. On n'avait jamais vu cet endroit auparavant. C'était magnifique. Sans réfléchir, on s'est mis à cueillir des bouquets. Quand nos bras étaient pleins, on a levé les yeux et on a aperçu la maison de mon oncle, un peu plus loin. On a couru jusqu'à elle à toute vitesse. Arrivé là, on a donné les fleurs à nos mères, tout excités de leur raconter la découverte de ce champ magique. On était tellement émerveillés qu'on a décidé d'y retourner tout de suite pour cueillir encore plus de fleurs. On est reparti dans la même direction. Mais il n'y avait plus de fleurs. Le champ était toujours là, mais il n'y avait rien d'autre que de l'herbe. Pas une seule fleur. On a cherché, tourné en rond, mais c'était comme si le champ fleuri n'avait jamais existé. Mon oncle et ma tante nous ont assuré qu'ils n'avaient jamais vu un champ de fleurs dans ce coin-là. Pourtant, nous deux avions bien vu, senti, touché ces fleurs. Nous les avions cueillies. Nous les avions offertes. Et pourtant, cet endroit avait disparu. La semaine dernière, mon meilleur ami et moi étions en train de regarder la télé chez lui. J'ai reçu un message texte frauduleux sur mon téléphone, écrit dans ma langue maternelle, le finnois. C'était un de ces messages classiques disant que j'avais un colis en attente et qu'il fallait que je m'inscrive avec mes coordonnées bancaires et mon identifiant. Mon ami ne parle pas un mot de finnois. Rien, même pas les bases. Je ne lui ai pas parlé du message, mais il l'avait vu s'afficher sur mon téléphone. Et là, sans que je dise quoi que ce soit, il me sort quelque chose comme « ouais », comme si ça marchait.
tu ne vis même plus en Finlande. Je l'ai juste regardé, complètement stupéfait, sans voix. Il ne comprenait pas pourquoi je réagissais comme ça. Je lui ai demandé de me répéter ce que disait le message. Il l'a fait, mot pour mot. En anglais. Je lui ai montré le message original, toujours en finnois. On est restés là, tous les deux, à se regarder, totalement confus. C'est un petit événement en soi, mais c'était extrêmement bizarre. On ne comprend pas ce qui s'est passé, ni pourquoi il a pu, l'espace d'un instant, comprendre une langue aussi différente de l'anglais. C'était comme si son cerveau s'était soudainement mis en mode Google Translate, sans prévenir. Depuis, rien de similaire ne s'est reproduit. Il ne comprend plus un mot de finnois. L'autre jour, nous étions à la rivière Walk de San Antonio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un long canal bordé de chemins piétons de chaque côté, ponctué de boutiques, restaurants et de quelques ponts qui permettent de passer d'un côté à l'autre. Ma famille et moi sommes descendus du niveau de la rue jusqu'au sentier, et avons marché un peu pour atteindre la zone avec les restaurants. Il pleuvait, alors on s'est arrêté au premier magasin venu pour acheter des ponchos. Une fois arrivé dans la partie où se trouvaient les restos, mon mari dit « On dirait que les bons endroits sont de l'autre côté ». Donc on a traversé un pont. Et ce moment est resté en mémoire, parce qu'on avait notre plus jeune enfant en poussette et il fallait monter puis descendre une série de marches de chaque côté du pont. Mon mari et moi avons dû soulever la poussette, c'était tout un effort. On trouve un resto, on mange, puis on commence à revenir sur nos pas. Je me dis, bon, on a traversé pour venir ici, donc on doit retraverser pour revenir sur le bon côté. Logique. Donc on repasse le même pont, rebelote avec la poussette. Je sais que c'était le même pont, parce que le seul autre pont dans le coin avait moins de marches, et je m'étais justement demandé pourquoi on n'avait pas pris celui-là. Et pourtant, en revenant, quelque chose ne colle pas. Le chemin ne ressemble pas à celui qu'on avait pris à l'aller. Par exemple, en venant, on avait longé un pub irlandais, je m'en souviens clairement, j'avais même dit à mon mari qu'on y avait bu un verre lors d'une visite précédente. Et maintenant, ce même pub est de l'autre côté du canal. Joe Crab Shack, qui était de l'autre côté à l'aller, se trouve maintenant sur notre côté. Je me résigne à l'idée qu'il faudra repasser encore un pont avec la poussette, quand soudain, on arrive à la petite boutique où on avait acheté les ponchos. On est bel et bien du bon côté pour rejoindre la voiture. Mais voilà, on n'a traversé le canal que 2 fois. Une fois pour aller de notre côté vers l'autre, une fois pour revenir. À aucun moment nous n'avons traversé un 3e pont. Aucun de nous, ni moi, ni mon mari, ni nos enfants de 15, 9 et 5 ans, ne se souvient d'un 3e passage. Et pourtant, on a changé de côté quelque part, sans s'en rendre compte. Je ne sais pas comment expliquer ça. Rien d'extraordinaire ne s'est produit sous nos yeux, et pourtant, c'était impossible. Je suis encore troublé rien que d'y repenser. C'était un dimanche soir comme tant d'autres, et comme souvent, je me retrouvais en centre-ville avec mes amis. Nous avions décidé de terminer le week-end dans notre bar habituel, ce lieu un peu vieillot mais toujours bondé, surtout le dimanche quand tout le monde cherchait à repousser l'idée du lundi matin. L'ambiance était électrique, vivante, presque étouffante, les conversations se croisaient dans un tumulte joyeux, les verres s'entrechoquaient, et la musique parvenait à s'imposer malgré le brouhaha général. Assis en terrasse, serrés autour d'une petite table bancale, on riait fort, on refaisait le monde entre 2 gorgées, comme si cette soirée n'avait pas besoin de signification pour être parfaite. Je me sentais léger, détendu, bercé par la chaleur humaine et l'énergie qui flottait autour de nous. À un moment, l'un de mes potes a sorti une blague absurde, je ne me souviens même plus laquelle, et j'ai éclaté de rire, la tête légèrement renversée en arrière, les yeux plissés de joie. C'est à cet instant précis que j'ai cligné des yeux. Quand je les ai rouverts, tout avait changé. Plus un son, plus un rire, plus de musique. Le silence était assourdissant, presque physique. La terrasse était déserte. Toutes les tables, quelques secondes plus tôt envahies de groupes et de discussions, étaient désormais vides,
comme figé dans une mise en scène étrange. Mes amis avaient disparu, sans un mot, sans un bruit. Le bar, qui débordait de vie quelques instants plus tôt, était maintenant aussi vide qu'une scène après la fin d'une pièce. Je suis resté là, immobile, le cœur soudain serré par une sensation que je ne comprenais pas encore, mais qui ressemblait fort à une angoisse profonde. J'ai appelé, hésitant, presque à voix basse, comme si j'avais peur de troubler un équilibre fragile. Personne n'a répondu. Pas un mouvement, pas même un souffle d'air pour faire bouger une nappe. J'avais l'impression d'être le seul être vivant dans un décor vidé de sa substance. Poussé par un besoin irrépressible de comprendre, je me suis levé lentement, chaque pas me paraissant étrangement lourd. J'ai traversé la salle silencieuse en direction des toilettes, comme attiré par l'idée de me voir dans un miroir, de me prouver que j'étais encore là, que je n'étais pas un fantôme coincé entre deux réalités. Une fois devant le lavabo, j'ai ouvert l'eau et je me suis aspergé le visage, espérant dissiper ce cauchemar éveillé. Mais le reflet qui me faisait face ne m'a pas rassuré. Je me reconnaissais, bien sûr, mais il y avait quelque chose de décalé, une lueur étrange dans mes yeux, un teint un peu plus pâle que d'habitude. Pendant un instant, j'ai sincèrement cru que j'étais mort, ou du moins plus tout à fait vivant. La sensation était difficile à décrire, mais elle me traversait tout entier, comme un courant d'air glacial dans une pièce fermée. Et puis, d'un coup, j'ai levé les yeux. Et tout est revenu. Le bruit, les rires, les voix qui se mêlaient à la musique, les serveurs qui couraient entre les tables. J'étais de nouveau assis à ma place, entouré de mes amis, le même verre à la main, les mêmes discussions en cours. Mon pote riait encore à sa propre blague, comme si rien ne s'était passé. Comme si cette étrange parenthèse n'avait duré qu'une fraction de seconde, ou n'avait jamais existé. Je suis resté silencieux un moment, les yeux encore un peu perdus, l'esprit incapable de déterminer si j'avais simplement halluciné, rêvé ou brièvement quitté le monde tel que je le connaissais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.